autant dire que il y a de quoi dire sur ce débat puisqu'on parle de tensions raciales aux États-Unis, ce qui a fait un peu le tour des médias ces derniers temps. Et là, bah, c'est l'activité politique en NCAA qui a connu une recrudescence assez forte depuis une semaine et le début des tensions qui émergent du décès de George Floyd à Minneapolis. Et ça a embrasé un petit peu la planète universitaire et notamment les joueurs, puisque la NCAA, tout du moins les universités, représentent le symbole des inégalités et des luttes sociales et raciales aux États-Unis, puisque pour faire court et pour faire simple, il existe une opposition entre le leadership des universités qui est majoritairement blanc et riche, et une opposition donc avec les athlètes qui sont majoritairement afro-américains et plutôt de la catégorie modeste, on va dire. Et du coup, bah, on l'a déjà vu par le passé à de maintes reprises, que ce soit au moment de la ségrégation raciale, au moment des différentes manifestations, par exemple, je pense aux manifestations de Ferguson en 2015, et là, actuellement, en 2020, à la tension qui émane du décès de George Floyd. Et du coup, bah, ça a lancé pas mal comment dire, de répercussions en NCAA, et on peut revenir sur plusieurs choses, mais je pense que la première chose, c'est le début. C'est que un assistant du programme de basketball à Georgia Tech, donc Eric Reveneau, a lancé sur les réseaux sociaux un mouvement pour que les activités sportives soient annulées le 3 novembre 2020 en question, puisque c'est la date des élections présidentielles aux États-Unis, afin de permettre aux athlètes de pouvoir voter à ces dites élections. Et depuis lors, 9 équipes ont annulé leurs activités sportives ce jour-ci. Et Eric Reveneau souhaite que la NCAA implémente une loi pour que n'importe quel jour de vote devienne un day off obligatoire en NCAA. Donc je pense qu'on peut commencer par ici. Et est-ce que vous avez des avis sur cette entreprise de l'assistant de Georgia Tech? Les gars, un avis, une réaction? Outre le fait de dire que 460 000 athlètes étudiants sont en position de voter à l'heure actuelle, ce qui représente un pool quand même relativement important à l'échelle des États-Unis. Ouais, juste ouais, en lisant la revue America qui était dédiée, on va dire, aux causes des maux profonds aux États-Unis, justement en disant ça, je m'étais rendu compte quand même qu'il y avait la ségrégation, elle commence dès l'école avec notamment en Caroline du Nord, il y avait un sujet là-dessus sur des lycées à très grande majorité noire, des lycées publics qui se retrouvent en fait avec des moyens faibles pour pouvoir éduquer leurs étudiants, etc. Et face à des lycées privés, des établissements privés où du coup on trouve une population majoritairement blanche, forcément, qui elle a plus les moyens pour aller dans les plus grosses universités. Et là ils prennent du coup l'exemple de Duke University qui est entouré de lycées à majorité, lycée public à majorité noire, et au milieu t'as l'université de Duke, majorité blanche, très chère, la Harvard du Sud, je crois c'est son surnom. Mm-hmm. Et t'as une ségrégation un peu sociale qui commence en fait très jeune, et derrière je pense qu'aussi que tu as donc t'avais sorti la stat sur le nombre d'athlètes étudiants qui n'étaient pas allés voter en 2016, c'est ça? En 2016 pour les élections présidentielles, en fait c'était plus que ça, c'était que uniquement, il y avait moins de 50%, donc si 46, j'ai pas noté le pourcentage exact, mais de mémoire c'est 46%
30% des jeunes de 18 à 29 ans qui étaient allés voter. Et du coup, c'est le segment d'âge qui avait le moins voté aux États-Unis en 2016. Je pense que tu as une partie de la jeunesse qui se sent un peu démobilisée, qui n'a pas forcément les clés qui se sent en fait ça démobilisé, mais dès le plus jeune âge, en fait, ils se retrouvent dans des établissements sans moyens, t'es face à où, finalement, c'est presque comme si on disait, peu importe ce que tu feras, tu pourras pas t'en sortir. Alors effectivement, après, quand tu fais du sport, t'arrives à atteindre t'as la fausse méritocratie, on va dire, aux États-Unis, où quand tu fais du sport, tu peux peut-être t'en sortir avec tes bourses, etc. Mais c'est une situation hyper compliquée Mais dans la veine de ce que tu dis, sur les problèmes qui naissent au niveau de l'éducation, dès le plus jeune âge, c'est que comme il est dit dans le chat, c'est que c'est un jour de vote, enfin un day off le jour de vote, c'est bien, mais aussi sensibiliser les joueurs sur le fait que chaque vote compte. Je pense que c'est également une bonne chose. Faut aussi prendre en compte que on a une culture en France qui n'est pas la même que la culture aux États-Unis, notamment sur l'éducation et sur le vote et sur les droits fondamentaux de chaque individu. Donc, aux États-Unis, le vote, c'est pas quelque chose qui est incroyablement développé, du moins la sensibilité d'aller voter, notamment chez les jeunes. Bon, je pense que c'est également valable en France. Faut pas se leurrer, hein, on n'est pas meilleur que tout le monde, hein. Mais c'est qu'au final, les athlètes étudiants, ça représente quand même c'est un pouvoir important, comme on peut le voir par exemple sur la scène sportive, puisque ils sont quand même au final, ils ont le rôle de star et d'idole pour certains. Ouais. On a vu Onyeka Okongwu de USC qui allait manifester, il y a eu Eli Scott de LMU qui allait manifester également. Mais tu avais aussi à Ohio State le Seth Towns qui venait à peine de connaître un transfert. Le lendemain de son obtention de diplôme à Harvard, il était dans les rues à Columbus et il se faisait arrêter par la police lors des manifestations antiraciales. Et d'ailleurs, pour revenir sur le dernier message de Zago, est-ce que le problème du système aussi américain, c'est quand même les grands électeurs. On a bien vu, Trump, il avait 3 millions de votes de moins que Hillary Clinton aux dernières élections. Et donc, forcément, au final, t'es un peu, mais si je vote, à quoi ça sert? Puisque derrière, c'est les grands électeurs qui décident tout. Mais c'est pour ça que chaque vote compte. Surtout, puisque peu de votes peuvent faire une différence assez importante au niveau des grands électeurs. Pour ceux qui connaissent un petit peu le système de vote aux États-Unis. Okay. Mais par exemple au Michigan, en 2016, il y avait quelques milliers de voix de différence. Et au final, au niveau des grands électeurs, ça représente une différence qui est exagérée en soi. Qui est vraiment beaucoup plus importante que le nombre de votes comme nous on le connaît en France sur de la majorité absolue. Universelle, autant pour moi. Du coup, tu parlais d'athlètes qui étaient allés manifester au cours de la semaine. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'au final, il y a eu une énorme mobilisation au sein de l'université de Missouri. Puisqu'on a entendu que plus de 100 athlètes étaient allés manifester à Columbia, donc la ville qui accueille le campus de l'université de Missouri, et qu'une grande partie de l'équipe de football des Tigers, au nombre de 62, était en train de manifester contre le décès de George Floyd, et ils étaient menés par exemple le linebacker Nick Bolton, qui est quand même plutôt bien coté en SEC. Et ce qui est notable, c'est que les 62 footballeurs, après la manifestation, sont allés ensemble à la mairie de Columbia et ils se sont tous inscrits ensemble sur les listes électorales. Donc c'est encore une autre entreprise pour sensibiliser au fait de voter et pour
inciter à n'importe quel jeune et à n'importe quelle personne qui suit l'actualité sportive, tout du moins, à minima, d'aller s'inscrire sur les listes électorales puis d'aller voter. Et moi, qui me marque dans cette entreprise, c'est qu'au final, même les coachs des différents programmes sportifs de l'université étaient présents à la manifestation avec les athlètes. Donc on pense à Eli Drinkwitz et 10 de ses assistants donc du programme de football, Cuonzo Martin qui dirige le programme de basketball masculin et Robin Pingeton qui dirige lui le programme de basketball féminin. Donc ça fait du monde. C'est même beau de voir une telle union. Je trouve que le message, pour le coup, le message envoyé par les joueurs et le staff est très beau, très symbolique aussi, avec justement les listes électorales, etc. Et je pense que c'est un modèle qui devrait être suivi par qui devrait et qui va même être suivi. Parce que je pense que ça a été beaucoup relayé je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est des événements qui sont amenés à être reproduits. Ouais, tout à fait. Et puis, il y a, on va dire que c'est pas une incitation à voter pour rappeler, comme ils ont eu aux États-Unis, comme nous on a fait avoir aussi France, et comme ils ont eu en Angleterre, et ça reste quand même essentiel, c'est quand même le premier geste citoyen que tu peux avoir, et franchement non, c'est cool, surtout que c'est quand même, comme tu l'as dit à Loïs, c'est des exemples en vrai, les athlètes étudiants, c'est des influenceurs maintenant avec tous les réseaux sociaux, même un Bronny James, un Zaire Wade sont des vrais influenceurs alors que les mecs ils ont 15 ans, 16 ans. Et c'est le fait qu'ils soient en plus soutenus par leur coach, enfin, ça c'est très fort justement, comme dit l'union. Enfin c'est beau. Ça, c'est beau. Mais c'est surtout au final à Missouri, c'est quand même une université qui est entre guillemets reconnue pour ses démarches sociales et d'ordre racial, puisqu'on s'en souvient, en 2015, l'équipe de football avait mené un boycott pour forcer le président de l'université au départ. Et au final, en une semaine, ils étaient arrivés, en mettant en péril leur rencontre face à BYU, qui devait se tenir le samedi. Et à ce moment-là, en 2015, il y avait pas mal de tensions raciales qui avaient lieu sur le campus, donc plutôt de l'ordre blanc versus noir, donc pas forcément dans la même veine qu'aujourd'hui, qui est plutôt sur des violences policières et sur un comment dire un sentiment de fed up, donc de enough is enough, par exemple, pour reprendre un de leurs slogans. Et au final, à Missouri, il y a quand même un passif assez important d'activité politique vis-à-vis des questions raciales aux États-Unis. Mais ce qui est chouette, c'est que le message reste quand même, faut se rassembler, pas se diviser, et c'est un peu la manière dont il le montre aussi. Et ce qui va à l'encontre de ce que tente de faire leur président, c'est plutôt cool. Hein. Du coup, c'est surtout que ça avait fonctionné et qu'ils s'étaient alliés avec il y avait des étudiants qui avaient mené des grèves de la faim. Il y avait eu plusieurs messages importants, même venant de Gary Pinkel à l'époque, qui était le head coach de l'équipe de football. Il y avait d'autres programmes qui étaient également montés au créneau. Et au final, l'action des athlètes avait mené à une prise de décision forte du point de vue administratif et du point de vue de l'université, de son leadership. Donc on peut espérer que l'impact des athlètes étudiants et des programmes en général dans chaque université puisse avoir un effet politique important, puisque au final on parle de campus universitaires qui regroupent des dizaines de milliers d'étudiants. Ce n'est pas seulement des franchises professionnelles. Bien au contraire, c'est vraiment un écosystème à part qui regroupe
des étudiants d'horizons différents. Je pense à des horizons sociaux complètement différents. Et également beaucoup d'Afro-Américains qui essayent de subvenir à leurs besoins. On pense notamment avec, comme tu disais tout à l'heure, Bastien, l'ascension sociale via le sport. Ouais. Après, ce que j'aime vraiment bien dans tous ces rassemblements et dans tous les messages qui essaient d'être envoyés, c'est que les médias n'hésitent pas à donner la parole aux étudiants athlètes. Par exemple, Seth Towns qui a été arrêté, je crois même dans la manifestation. Ouais. Il y a eu la ESPN l'a laissé parler librement. Et j'ai trouvé ça vraiment. Je trouvais que le message envoyé était vraiment clair. C'était un bon message d'union. Mais il était allé chez Scott Van Pelt, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mais Scott Van Pelt est connu pour être assez ouvert d'esprit et assez progressiste. Justement, j'ai apprécié qu'on leur donne la parole comme ça. En parlant de parole, on a aussi eu Marvin Wilson, donc defensive tackle senior à Florida State, qui avait fait plutôt grand bruit sur Instagram et sur Twitter pour des vidéos qu'il avait postées. Donc les premières, c'était surtout des messages qui allaient à l'encontre, je précise bien à l'encontre de son head coach, Mike Norvell, qui avait apparemment partagé quelques inepties sur les messages qu'il avait partagé avec sa propre équipe. Il y a eu une altercation entre plusieurs joueurs qui avait émané sur les réseaux sociaux. Et ensuite, Marvin Wilson avait publié sur Instagram que les athlètes de l'équipe de football allaient tous ensemble également s'inscrire pour voter. Donc on revient également sur cette influence politique qui émane d'altercations directement dans le programme et directement dans le sport de l'université. Je crois que de base, ça fait grand bruit à Florida State, si je dis pas de bêtises, parce que il y aurait eu des propos de Mike Norvell qui aurait dit que. Mais Mike Norvell avait dit que en fait il s'était entretenu avec toute l'équipe alors qu'au final il avait envoyé des messages automatiques et pas personnalisés à tout le monde. C'est ça. Donc certains s'en étaient offusqués. On pense par exemple à Tamarion Terry qui avait également laissé entendre un transfert en fonction de certains posts sur Twitter. Mais au final, Mike Norvell s'en est plutôt bien sorti niveau public relations. Il arrivait à limiter la casse et plusieurs joueurs avaient quand même fait remonter que Mike Norvell n'était pas le head coach le plus libéral, on va dire, au sein du monde du football. Et il y avait eu des échos comme quoi c'était un petit peu la même chose à Arizona State quand il était coordinateur offensif sous Todd Graham. Donc, au final, ce genre de... On parlait d'opposition entre leadership blanc et athlète afro-américain. Ça se voit également là. Et il n'y a pas meilleure allégorie que le fait que l'assistant en charge du conditionnement des athlètes à Iowa, donc Chris Doyle, qui a été placé en congé administratif aujourd'hui même, après qu'une série d'anciens joueurs avait décrit des problèmes de racisme systémique dans le programme des Hawkeyes. Et à savoir que Chris Doyle, il n'est pas à Iowa depuis 2 ans, c'est qu'il est assistant du conditionnement des athlètes depuis 1999. Donc en même temps que l'arrivée de Kirk Ferentz au poste de head coach. Donc il y a quand même des soucis assez profonds dans les programmes de football, notamment puisqu'il y a beaucoup plus de joueurs, donc il y a beaucoup plus propension de création de problèmes. Et là, à Iowa, il y a eu quand même... Chris Doyle s'est fait remercier, va se faire remercier, puisque être placé en congé administratif, ça mène 99% du temps
à un renvoi. Donc, il y a quand même des changements. Il y a quand même des choses qui évoluent au jour le jour. Et c'est notamment avec l'émergence de récits sur les réseaux sociaux. Mais c'est important, hein, au moins ça te délie les langues et ça c'est l'avantage, ça va mettre un joli coup de balai sur tout ce qui était installé et voilà, après ça commence par là et puis il faut voir comment ça va évoluer en espérant que on le vide comme certains joueurs le craignaient. C'est bien que ça parte des sportifs directement. Que ce soit eux qui se mettent en avant pour faire bouger les choses. Mais au final, c'est la même chose qui s'est passé pour les droits d'image. Au final, les premières remontées, premières dissidences, si on peut dire ainsi, émanaient des joueurs, ou d'anciens joueurs tout du moins. Et on parlait du boycott il y a quelques minutes, qui émanait d'équipe de football, mais chaque changement, ou à tout du moins la plupart des changements en NCAA, ça part des athlètes eux-mêmes et c'est leur voix unie à l'unisson qui permet de faire changer les choses sur différents niveaux. Après, je sais pas si vous avez des choses pour rebondir sur les sujets, Hugo, Bastien. Non, pas moi, Je pense qu'on a fait le tour. effectivement. C'est un sujet qui est quand même relativement complexe et il faut connaître la culture américaine pour bien comprendre l'empreinte de telles tensions et de telles voix au final, puisque c'est tout un pan de, de la population américaine qui s'offusque face à un autre. Donc, je suis même certain que ça va continuer au cours de la saison de football, si ce n'est au cours de la saison de basketball. Cette empreinte enfin, ces débats et ces réactions sur les tensions raciales aux États-Unis. Ouais. Et là, d'ailleurs, pour ceux qui veulent comprendre, je conseille encore la revue America, qui est vraiment il n'y a pas mieux pour comprendre les fondements de l'Amérique actuelle et tout ce qui s'y passe. Et c'est vraiment élite pour le coup, et je vous le conseille absolument. C'est un trimestriel à lire, et je trouve que c'est édité par le 1, enfin, par la même maison d'édition que le 1. Et c'est vraiment intéressant pour bien tout piger, pour comprendre la construction des États-Unis et les problèmes qui existent maintenant. Moi, si je peux vous conseiller juste un truc sur le rapport entre athlète et opinion politique, je vous conseillerais de regarder la conférence qu'a donnée Jaylen Brown à Harvard, donc il y a 2 ou 3 ans, je crois, qui est disponible sur YouTube, qui dure 1 heure et qui est vraiment très instructive. Mais au final, n'importe quel message qui émane directement des joueurs est important. Ça permet d'avoir un ressenti direct de quels sont les problèmes, quels sont les moyens qu'ils envisagent pour régler ces problèmes. Et ce que je trouve également intéressant, c'est la réaction des head coachs, notamment blancs. Puisque certains rejoignent le côté des athlètes. Je pense par exemple à PJ Fleck en premier lieu, puisque ça s'est passé dans sa ville, à Minneapolis. Et à l'inverse, on a vu des head coachs comme Dabo Swinney qui partagent des réactions un petit peu, même largement critiquées et largement critiquables par ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu vent de ces réactions. Ouais, justement, sur Davos Swinney, j'ai vu notamment la réaction un peu, comment dire, musclée de son ancien joueur, je crois que c'est Stéphane Anthony, qui le charge violemment, qui dit que. Qui en vient même à dire que, parce que lui avait transféré, je crois, que s'il avait demandé un transfert, c'était en grande partie à cause des actions de Davos Swinney, et qui critiquait là encore une fois son silence vis-à-vis des actions de ce qui se passait dans le film. On est d'accord, il y a un silence qui est assez glaçant de la part de Dabo Swinney, et quand il a élevé la voix, entre guillemets, c'est pour faire
une apologie de la foi, que les problèmes viendraient de la foi d'individus vis-à-vis de ces problèmes raciaux, ce qui est pas la bonne réaction, tout du moins c'est mon avis. Et je pense que Dabo Swinney ne pourra pas être... on ne pourra pas lui faire changer d'avis, puisque son expérience personnelle, donc Dabo Swinney vient d'un environnement et d'une famille pauvre dans l'Alabama. Par exemple, il dormait dans le même lit que sa mère quand il était à la fac. Et il est arrivé à sortir de cette condition sociale plutôt difficile grâce au sport. Donc tout d'abord en tant que player, en tant que joueur, puis en tant que coach. Et il représente cette partie de la population américaine qui connaît le American Dream, par exemple, et que sa position sur le fait du, par exemple, on parle du white privilege, on le parle beaucoup aux États-Unis en ce moment, et lui, il en est il en est la personnification au final, et c'est en somme pour ça qu'il n'arrive pas à se détacher et à se rapprocher des avis des joueurs et des joueurs afro-américains particulièrement. Ouais, c'est pour ça que j'avais trouvé le tweet de Michael Porter Jr. Que maintenant il dit assez intéressant. Il disait qu'il fallait prier. Là, ça c'est les Américains, il faut prier pour tout et pour n'importe quoi. Mais il disait qu'il fallait prier pour changer le cœur des policiers, etc. Et je trouvais l'idée pas mal parce qu'au final, c'est en opposant, en gros, en créant deux camps, comme l'a fait un peu Stephen Jackson justement après ce tweet-là. Il avait dit à Michael Porter, soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Tu renforces la base électorale de Trump, notamment la partie blanche qui, elle, se sent mal. La partie blanche qui, elle, ne voit pas le white privilege parce que c'est pour les pauvres, des ouvriers qui vivent dans des conditions assez exécrables et qui ne comprennent pas ce que c'est ce white privilege. C'est normal parce qu'ils ne vivent pas en fait. Enfin, ils sont dans une vraie galère. Et c'est pour ça que. Et c'est pour ça d'ailleurs que les actions des footballeurs, je trouve intéressantes aussi. C'est tu rassembles, tu dis d'aller voter, et après tu fais ce que tu veux. C'est juste exprime ta parole, quoi, et montre que tu existes et renseigne-toi, viens te cultiver, lis les programmes, etc. Et c'est ça en fait, c'est la clé pour pouvoir s'en sortir. Un mot pour la fin, Hugo ? Juste pour revenir sur une question de Lex Portent qui demandait si ça pourrait entraîner des changements dans la politique de recrutement à Clemson. Justement, j'ai posté un article donc, sur le chat qui déclarait que malgré le silence de Dabo Swinney, il y avait 2 joueurs qui étaient engagés à Clemson, qui étaient censés rejoindre le programme en 2021 du coup, qui ont vu leur bourse annulée pour des commentaires sur les réseaux sociaux. Enfin, un pour des commentaires sur les réseaux sociaux et l'autre pour une supposée présence, je crois, dans une manifestation. Alors, je pense pas que ça va changer du tout au tout la politique de Clemson, mais forcément, ils vont être beaucoup plus regardants après un... Si tu sanctionnes des joueurs parce qu'ils sont présents à des manifestations pour défendre leurs conditions, je trouve ça... Non, pour le coup, c'est une manifestation opposée. C'est une manifestation d'accord. Un peu suprémaciste. Ah oui, ok, oui. Non, donc, à l'inverse. Ouais, la totale inverse. Donc, du coup, c'est ça qui m'inquiète. Ouais. Ils sont plus enrôlés à Clemson à l'heure d'aujourd'hui. C'est en fait... comme tu le dis, Hugo, il n'y a rien qui va changer en profondeur parce que pour faire ça risque de faire de grincer des dents, mais business is business. Hein. Désolé, mais le recrutement, notamment en football, c'est du business avant tout. Qu'on dise qu'il soit amateur, certes, mais ça reste du business pour l'université. Donc, il y a de la fac là qui sont en jeu. Mais il y a des millions de dollars qui sont en jeu en fonction des joueurs qui jouent et donc des joueurs recrutés. Qu'il y ait des problèmes de race à l'heure actuelle aux États-Unis, ça va pas changer le fait que le football
c'est du business avant tout, et que notamment avec notre ami coronavirus, il y a des tensions justement économiques maintenant. Donc, ce n'est pas parce qu'un joueur a des red flags, entre guillemets, ça va pas changer énormément de choses. À part si c'est, comme d'habitude, connu sur la place publique. Et dès qu'il y a des problèmes de répercussions médiatiques, c'est là où on voit que les choses avancent, ou tout du moins évoluent. On peut, dans ce genre-là, on peut citer l'exemple du kicker, justement, de Marshall, qui a été drafté par les Patriots, qui avait un tatouage. Ah oui. Ah oui. Qui a un tatouage d'un groupe paramilitaire, je crois, d'extrême droite. Néo-nazi, de mémoire. Néo-nazi, carrément. Bon. Ouais, non, c'était assez hard, et puis il y avait 2-3 posts sur les réseaux sociaux qui étaient également... qui avaient un petit penchant à l'extrême droite, on va dire. Ouais, et justement, on pouvait se demander comment... Enfin, déjà, c'est sorti au moment de sa draft. Et comment, à Marshall, ça a pu passer? Bah, Marshall, tu es à Huntington, West Virginia. Donc, autant te dire, tu es dans le fin fond de la Virginie occidentale, qui est assez républicain. Ça, c'est sûr, mais après, il y a quand même... Le tatouage était quand même visible de tous. Comment? Bon, alors, c'est sûr que c'est un kicker, c'est pas une université très regardée. Mais le fait que ça sorte seulement au moment de la draft, je trouvais ça un peu... Bah, comment il s'appelait? C'était Laremy Tunsil qui s'était fait outer pour certaines choses au moment de la draft. Ouais, pendant la draft. Pendant la draft. Donc, encore une fois, il y a de l'argent qui est en jeu, il y a des égos qui apprécient plus ou moins la réussite. Donc, il y a des vengeances, etc. Ça me surprend pas que ça ressorte, même c'est même normal que ça sorte pour connaître la vraie vie de certains joueurs. Bref. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. On va finir sur un débat de néo-nazis. C'est pas le top, on va dire. Mais bon, je pense que ça représente plutôt bien l'année 2020, qui est assez chaotique. Donc, on va rester sur ce débat assez enclin sur la politique, pas certain. J'espère que tous ces débats vont apporter plus d'amour et de paix, et surtout qu'on accepte, qu'on s'accepte les uns les autres, putain. Effectivement. Voilà, l'acceptation, s'il vous plaît. Et du coup, sur cette magnifique parole de Bastien, d'inclusion et de liberté et d'égalité, on peut se quitter, on peut finir ce beau dimanche sur cette note. Et on se dit à la semaine prochaine, même jour, pas même heure, on va essayer de faire plus tôt cette fois-ci. On va essayer de régler les problèmes techniques pour de bon. Et on peut se retrouver tous ensemble en fin d'après-midi, dimanche prochain, pour un nouveau live de Tailgate on Campus. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à la semaine prochaine, bonne semaine à tous. Ciao. Ciao, ciao.